Comment une seule forteresse de pierre pouvait-elle repousser 30 000 guerriers aguerris de Crimée et de Turquie? Ces combattants avaient passé des décennies à perfectionner l'art de la guerre de siège. La forteresse n'était défendue que par une poignée de troupes et de garnisons et d'habitants terrifiés. En juin 1552, le tsar Ivan IV marchait vers l'est avec 150 000 soldats russes. Son objectif était d'écraser définitivement le khanat de Kazan. La frontière sud de la Moscovie se trouvait alors presque sans défense. Le khan de Crimée, Devlet Ier Giray, un prédateur rusé, guettait ce moment précis. Il rassembla une force d'invasion massive avec un objectif audacieux. Il voulait frapper le cœur de la Russie pendant que ses armées combattaient ailleurs. La ville de Toula, avec son Kremlin de pierre nouvellement construit et sa garnison squelettique, était tout ce qui se tenait entre 30 000 envahisseurs et la route ouverte vers Moscou. Mais voici le rebondissement qui allait résonner dans l'histoire russe pendant des siècles. Ce n'était pas seulement une histoire de murs et d'armes. Il s'agissait d'une conception révolutionnaire de forteresse et d'une brillante supercherie militaire. C'était aussi la volonté de faire de défenseurs qui comprenaient ce que la retraite signifiait. La retraite signifiait l'esclavage de milliers de personnes et l'incendie de tout ce qu'ils aimaient. Pour comprendre pourquoi Toula était si désespérément importante, il faut imaginer l'échiquier géopolitique de l'Europe de l'Est du XVIe siècle. Le khanat de Crimée n'était pas une simple troupe de pilleurs. Il était un vassal du puissant empire ottoman. Cet empire avait conquis Constantinople elle-même un siècle plus tôt. Sous le khan Devlet Ier Giray, qui avait pris le pouvoir en 1551, les Criméens avaient transformé le pillage d'esclaves en une entreprise industrielle. Entre 1540 et 1550 seulement, les forces criméennes attaquèrent la région de Toula 14 fois. Chaque raid ramenait des milliers de captifs russes au marché d'esclaves de Kaffa. Nous parlons d'une machine de guerre qui pouvait mobiliser 60 000 à 100 000 cavaliers à volonté. Ces guerriers étaient élevés en selle depuis l'enfance. C'étaient des maîtres de la retraite feinte et de la charge de cavalerie dévastatrice. En 1521, le khan Mehmed Giray mena 50 000 Tatars. Ils ravagèrent les environs de Moscou pendant 2 semaines. Ils saisirent tant de captifs que les colonnes de prisonniers s'étendaient à l'horizon. Les Criméens ne pillaient pas seulement pour le butin. Ils pillaient pour briser l'esprit russe. Et voici ce qui les rendait vraiment terrifiants. Ils n'avaient jamais à s'engager dans une bataille rangée à moins que les chances ne soient en leur faveur. Leur cavalerie légère pouvait couvrir 60 à 80 kilomètres en une seule journée. Elle pouvait apparaître de nulle part, brûler des villages entiers et disparaître dans les champs sauvages. Cela se faisait avant que toute armée russe ne puisse réagir. Les paysans russes vivaient dans la terreur constante de la saison estivale des raids. La fumée à l'horizon sud signifiait que la mort ou l'esclavage se dirigeait vers eux. Maintenant, comparez cela avec la situation de la Russie en 1552. Toula se trouvait à cheval sur la route de Mourave, la principale voie d'invasion depuis la steppe de Crimée jusqu'à Moscou. Elle était à environ 193 km au sud de la capitale. Le grand prince Vassili III avait reconnu son importance stratégique dès 1507. Il avait ordonné la construction d'une forteresse en bois sur la rive gauche de la rivière Oupa. Mais les murs en bois brûlent, et tout le monde le savait. En 1514, Vassili publia un décret bien plus ambitieux. Il ordonna de construire un Kremlin de pierre modelé sur la forteresse de Moscou. Il devait se situer directement sur le chemin des hordes tatars. Le travail dura 6 années brutales. Les paysans transportèrent de la pierre blanche des carrières près de Venève. Ce labeur était si éreintant qu'il devint une forme d'impôt. Lorsque la pierre vint à manquer, les bâtisseurs passèrent à des briques surdimensionnées fabriquées sur place. Cela accéléra même la construction. En 1520, le Kremlin de Toula était achevé. 9 tours étaient reliées par d'épais murs de pierre.
Il était positionné délibérément sur la rive sud, au milieu du champ sauvage. Il n'était pas sur la rive nord, plus sûr et protégé par la rivière. Moscou faisait une déclaration forte. La ville ne faisait plus seulement de la défense, elle poussait en territoire ennemi. Pendant 10 ans, la forteresse de Toula fut le seul bouclier de pierre protégeant Moscou par le sud. Cela dura jusqu'à ce que des Kremlins similaires s'élèvent à Zaraisk, Kolomna et Serpukhov dans les années 1530 et 1550. Mais voici le problème. Une forteresse n'est forte que par sa garnison. En juin 1552, la garnison de Toula était partie vers l'est avec le tsar. La crise commença par ce qui sembla être un coup de génie tactique pour la Russie. À la mi-juin 1552, le tsar Ivan IV, pas encore connu sous le nom du Terrible, quitta Moscou. Il était accompagné d'une énorme armée estimée à 150 000 hommes. Il se dirigea vers Kolomna pour commencer la campagne finale contre Kazan. Ce n'était pas seulement un autre raid. Ce devait être un siège avec de l'artillerie, des ingénieurs et des mines. Il y aurait assez de force pour effacer enfin le khanat de Kazan de la carte. Le tsar avait recruté des ingénieurs militaires étrangers. Parmi eux se trouvaient Ivan Virodkov et un spécialiste appelé Rozmisel, peut-être un Anglais nommé Butler. Il avait apporté 150 canons et s'était préparé pour un siège de plusieurs mois. Mais le khan Devlet Ier Giray, observant depuis son trône à Bakhchisaray, comprit l'opportunité que cela représentait. Le sultan ottoman Soliman le Magnifique le pressait de faire quelque chose pour soulager la pression sur Kazan. Kazan était l'allié musulman oriental de la Russie dans la sphère ottomane. Devlet convoqua un conseil de ses Mourzas, ces nobles tatars qui exerçaient une énorme influence sur son trône. Ils l'avaient aidé à prendre le pouvoir juste l'année précédente. Ils attendaient d'un an des récompenses. Le conseil des Mourzas était clair. Frapper Toula, piller les régions frontalières de Ryazan, peut-être même menacer Moscou elle-même. Obliger Ivan à faire demi-tour, le forcer à abandonner la campagne de Kazan. Et si le tsar russe ne faisait pas demi-tour? C'était encore mieux. Il pourrait s'en piller sans opposition, s'emparer de milliers d'esclaves et rentrer chez eux riches. Le 20 juin, des éclaireurs criméens apparurent près de Ryazan. Ils testèrent les défenses russes. Le lendemain, le 20 et 1 juin 1552, l'avant-garde de l'armée de Devlet apparut devant les murs de Toula. Les sources suggèrent 30 000 guerriers, bien que certains récits parlent de chiffres plus élevés. Ils se matérialisèrent comme un cauchemar devenu réalité. Les défenseurs de Toula, en ce mois de juin désespéré, étaient dirigés par le prince Grigory Temkin Rostovski. C'était un noble de l'ancienne lignée princière de Rostov. Les Temkin Rostov descendaient eux-mêmes de la dynastie des Riourikides. Grigory avait passé sa carrière au service discret du commandement de forteresse. Ce n'étaient pas les glorieuses charges de bataille qui créèrent des légendes. C'était le travail ardu et peu prestigieux de la gestion de la logistique de la garnison, de l'entraînement et de l'entretien des murs de pierre en état de combat. Il était plus un administrateur militaire qu'un guerrier. Mais cette expérience administrative allait sauver des milliers de vies. À ses côtés se trouvaient les habitants de la ville. Ils avaient fui les villages environnants. Ces paysans savaient que la capture signifiait être enchaînés dans un convoi d'esclaves destinés au marché ottoman. Nous ne connaissons pas la taille exacte de la garnison. Mais les chroniqueurs indiquent clairement qu'elle était petite. Il s'agissait peut-être de quelques centaines de soldats professionnels. Ceux-ci étaient complétés par des citadins armés. Cela représentait probablement pas plus de 2000 défenseurs au total. Ils faisaient face à une force d'invasion 15 fois plus nombreuse. La garnison n'avait pas de cavalerie significative. Il n'y avait pas d'armée de campagne pour faire des sorties contre les archers à cheval tatars. Aucune force de secours ne se trouvait à moins de 200 kilomètres. Ce qu'ils avaient, c'était le Kremlin lui-même. Ces murs de pierre avaient pris 6 ans à construire. 9 tours offraient des champs de tir superposés.
Des bastions étaient conçus spécifiquement pour résister à un siège. La conception du Kremlin de Toula intégrait les leçons apprises de la guerre de siège ottomane. Il était assez épais pour résister aux premiers tirs de canon. Il était assez haut pour tenir les échelles d'escalade à distance. Il offrait un espace intérieur suffisant pour abriter la population civile pendant un siège. Temkin Rostovski possédait également un autre atout essentiel, le temps. Chaque heure où Toula tenait était une heure de plus pour que la nouvelle atteigne le tsar. Au moment où les forces de Devlet apparurent, le prince Temkin Rostovski donna l'ordre qui allait définir la bataille. Il fallait barricader les portes, en s'occuper les murs et se préparer à l'assaut. Les femmes et les enfants se pressèrent dans les espaces intérieurs du Kremlin. Ils se réfugièrent dans les églises. Partout où ils pouvaient trouver un abri contre les flèches et les tirs de canon. Des hommes qui n'avaient jamais tenu une arme de leur vie se virent soudain remettre des lances. Ils furent positionnés sur les remparts. Les forces criméennes ne s'encombrèrent pas de subtilité. Tout au long du 21 juin, les guerriers tatars sondèrent les murs. Ils testèrent les points faibles et lancèrent des volées de flèches pour évaluer la réponse des défenseurs. Devlet lui-même avait amené des janissaires turcs avec des pièces d'artillerie. C'était une escalade terrifiante que les forteresses frontalières russes affrontaient rarement. Les artilleurs ottomans positionnèrent leurs canons. Ils commencèrent à marteler les murs, le grondement des canons résonnant à travers la steppe. L'assaut s'intensifia le 22 juin. Vague après vague, les guerriers criméens chargèrent les murs. Ils lancèrent des grappins, tentant de submerger les défenseurs par le nombre et la férocité. Les défenseurs du Kremlin combattirent avec le désespoir de ceux qui comprenaient exactement ce que signifiait la défaite. Des arquebusiers russes tirèrent sur les masses compactes d'attaquants. Des pierres et de l'eau bouillante dévalèrent des remparts. Pendant 12 heures brutales, l'assaut continua sans pause. Puis, à l'approche du soir, une catastrophe faillit se produire. Des guerriers criméens forcèrent l'une des portes. Pendant un moment terrible, il sembla que la forteresse allait tomber. Mais Temkin Rostovski réagit avec le genre de vivacité d'esprit qui distingue les commandants compétents des grands. Il ordonna à ses hommes de construire un blocus d'urgence de rondins et de pierres. Ils murèrent littéralement la porte de l'intérieur. Pendant ce temps, les défenseurs combattirent tout corps à corps dans la brèche. La barrière improvisée tint bon. Alors que l'obscurité tombait, les Criméens se retirèrent vers leur camp pour se reposer. Ils étaient convaincus de pouvoir achever le travail le lendemain matin. Mais voici où l'histoire prend un tournant décisif. Pendant que les Criméens célébraient leur quasi-victoire autour de leur feu de camp, quelque chose d'extraordinaire se produisait à 200 kilomètres au nord. Des éclaireurs cosaques avaient chevauché rapidement jusqu'à Ivan IV. Ils lui apportèrent la nouvelle de l'attaque sur Toula. Le jeune tsar comprit immédiatement qu'il faisait face à un dilemme stratégique. S'il abandonnait la campagne de Kazan pour sauver Toula, il donnerait au Khanat de Kazan le temps de se préparer. Il risquerait de perdre sa seule chance de le conquérir. Mais s'il ignorait Toula, les Criméens pourraient foncer droit sur Moscou. Ils dévasteraient le cœur du pays. Ses armées se trouveraient à des centaines de kilomètres dans la mauvaise direction. Ivan IV prit une décision qui montra pourquoi il serait plus tard considéré comme terrible et brillant. Il ferait les deux, par la ruse. Le tsar ordonna à sa massive armée de 150 000 hommes de faire mine de se diriger vers Toula. Les bannières volaient, les tambours battaient, faisant autant de bruit et de poussière que possible. Il voulait que les éclaireurs de Devlet voient ce qui ressemblait à toute l'armée russe abandonnant Kazan. Ils marcheraient au secours de Toula.
Pendant ce temps, il détacha secrètement une force rapide. Elle était sous le commandement de l'un de ses meilleurs chefs, le prince Ivan Vorotinsky. Cette force se dirigerait réellement vers Toula avec peut-être 15 000 hommes, principalement de la cavalerie. La cavalerie pouvait couvrir rapidement le terrain. Le reste de son armée continuerait vers l'est jusqu'à Kazan, comme si rien ne s'était passé. C'était un bluff magnifique. Cela ne fonctionnerait que si Toula pouvait tenir assez longtemps pour que la ruse fasse son effet. De retour à Toula, le matin du 23 juin, se leva avec un nouveau bombardement d'artillerie. Les artilleurs turcs avaient trouvé leur portée. Des éclats de pierre volaient des murs du Kremlin, tandis que les boulettes de canon frappaient leur cible. Devlet ordonna un assaut massif. Il lança toutes ses forces contre la forteresse. Ses guerriers devaient être perplexes. Où était la reddition? Où étaient les habitants terrifiés qui imploraient merci? Ceux-ci offraient normalement un tribut pour épargner leur vie. Au lieu de cela, les défenseurs se battirent avec une férocité renouvelée. Ils furent inspirés par une rumeur se propageant dans la garnison. Le tsar arrivait avec toute son armée. Temkin Rostovski, qu'il y crut ou non, s'assura que ses hommes entendent cette histoire. Le moral monta en flèche lorsque les guerriers de Crimée tentèrent de nouveau d'escalader les murs. Et ils firent face à une résistance si féroce que les corps s'empilèrent au pied des remparts. La garnison réussit même une sortie audacieuse. Une charge de cavalerie désespérée, sortie d'une poterne, prit une partie de la force de Crimée par surprise. Elle infligea des pertes avant de se replier derrière les murs. Pour des soldats qui avaient dépassé la journée précédente à simplement essayer de survivre, passer à l'offensive, même brièvement, fut un coup de maître psychologique. Cela envoya un message clair. Ces défenseurs n'étaient pas vaincus. Ils étaient toujours dangereux. Puis, dans l'après-midi du 23 juin, des éclaireurs de Crimée revinrent en courant au camp de Devlet avec une nouvelle électrisante. Une immense armée russe approchait du nord, des nuages de poussière à l'horizon. Et des milliers de soldats marchaient vers le sud en formation de combat. Ivan le IV lui-même aurait été à leur tête avec toute la puissance de la Moscovie. Devlet convoqua un conseil d'urgence avec ses Mourzas. Les chiffres ne correspondaient pas. Comment l'armée d'Ivan aurait-elle pu marcher de Kazan à Toula en seulement 2 jours? C'était impossible, mais les éclaireurs insistèrent. Ils avaient vu les bannières et les masses de troupes. Les Mourzas venaient de passer 2 jours à se heurter au mur de Toula avec des progrès minimes. Ils rendirent leur verdict. Il fallait battre en retraite. Ils n'étaient pas venus ici pour livrer une bataille rangée contre toute l'armée russe. Ils étaient venus pour piller et faire des raids pendant que la Russie était distraite. Si Ivan était ici avec 150 000 hommes, y rester serait un suicide. Devlet n'avait exercé le pouvoir que pendant 1 an. Il ne pouvait pas se permettre d'aliéner les nobles qu'il avait mis sur le trône. Il donna l'ordre qui sauva Toula, mais humilia le khanat de Crimée. Il fallait se retirer. Dans la nuit du 23 juin, la force de Crimée commença un retrait précipité. Elle abandonna certains de ses chariots de ravitaillement mécanique. Elle laissa même derrière elle des troupes trop blessées pour voyager rapidement. Les chroniques russes décriraient plus tard la scène, avec une satisfaction évidente. Elles rapportaient que le roi impie avait fui la ville avec une grande honte. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Alors que la principale force de Crimée battait en retraite vers le sud, la colonne volante du prince Ivan Vorotinsky se rapprochait avec 15 000 soldats russes. Les 22 et 23 juin, ils rattrapèrent l'arrière-garde de Devlet près de la rivière Chivoron. Ce lieu se situait non loin de la ville de Dedoslavl. Ce qui suivit fut moins une bataille qu'un combat en mouvement. Ce fut une action de poursuite où la cavalerie russe harcela implacablement les Criméens en retraite. La vedette de cet engagement fut un jeune prince. Il deviendrait plus tard l'une des figures les plus controversées d'Ivan le IV. Il s'agissait d'Andrei Kourbski, alors âgé de seulement 24 ans. Kourbski commandait un régiment dans la force de Vorotinsky.
Il se jeta dans la bataille avec un courage imprudent. Les sources le décrivent combattant aux côtés de ses subordonnés au cœur de la mêlée. Il reçut de multiples blessures graves, y compris à la tête, mais refusa de quitter le champ de bataille. Ses guerriers percutèrent un détachement de Crimée qui était resté derrière pour piller des villages, se croyant en sécurité. La bataille dura environ 90 minutes de brutal combats rapprochés. Quand elle se termina, environ la moitié des 15 000 hommes de cette arrière-garde de Crimée gisaient mortes ou mourantes. Les sources citent entre 7 000 et 8 000 Tatars tués au combat. Le reste tenta de fuir en traversant la rivière Chivoron. Des centaines se noyèrent pendant la traversée, alourdis par leur armure et leur butin. Les soldats russes firent des centaines de prisonniers, y compris plusieurs nobles Tatars de moindre importance. Kourbsky lui-même, le sang coulant de ses blessures à la tête, resta à cheval et combattit. Il fut physiquement tiré de son cheval par ses subordonnés. Il se rétablirait en seulement 8 jours. Il partirait rejoindre le siège de Kazan. Cependant, la bataille de Chivoron lui laissa des cicatrices qu'il porterait toute sa vie. L'immédiat après-coup vit la force humiliée de Devlet trébucher en retour vers la Crimée. Elle avait échoué à arrêter la campagne de Kazan. Elle avait échoué à piller Ryazan efficacement. Elle avait subi des pertes dévastatrices pour pratiquement aucun gain. Le matin du 24 juin, l'armée de Crimée se trouvait à 40 km de Toula. Elle battait rapidement en retraite. Les chroniques russes firent état des chariots de ravitaillement abandonnés et des prisonniers libérés. Ces captifs russes avaient été faits lors de raids antérieurs et étaient traînés vers le sud en direction des marchés aux esclaves. L'impact psychologique sur Moscou fut immédiat et profond. Toula avait tenu bon. Le grand Kremlin de pierre que Vassili III avait ordonné de construire 32 ans plus tôt avait justifié chaque rouble dépensé pour sa construction. Chaque heure de travail forcé de paysans à transporter des pierres fut justifiée. Ivan le IV envoya des trophées de la victoire à Moscou pour y être exposés. C'était la preuve que la frontière sud de la Russie pouvait être défendue. Ensuite, sûr que Devlet ne tenterait pas une nouvelle fois cette année-là, le tsar reporta toute son attention vers l'est en direction de Kazan. Et c'est là que les conséquences allèrent bien au-delà d'un seul siège défensif. Parce que Toula avait tenu bon, l'armée d'Ivan, forte de 150 000 hommes, atteignit Kazan. Elle commença le siège final le 30 août 1552. Avec des ingénieurs militaires comme Ivan Virodkov construisant des tours de siège, avec 150 canons pilonnant les murs, avec des mines sapant les fortifications, Kazan tomba le 2 octobre. Ce fut après un assaut final sanglant. Celui-ci tua environ 110 000 défenseurs et civils. Ce massacre mit fin au Khanat de Kazan en tant que puissance indépendante. La chronique de Kazan rapporte qu'entre 60 000 et 100 000 captifs russes tenus en esclavage au sein du Khanat furent libérés. La conquête déplaça définitivement l'équilibre des pouvoirs dans la région de la Volga. Les Tatars, qui avaient fait des raids en Moscovie pendant des générations, virent maintenant leur plus fort allié oriental annihilé. Leur zone tampon contre l'expansion russe fut effacée. En 1556, les forces russes iraient également conquérir le Khanat d'Astrakhan. Cela donna à Moscou le contrôle de toute la rivière Volga, de sa source à la mer Caspienne. Et tout cela, chaque conquête, chaque gain territorial, chaque esclave russe libéré, remontait directement à la résistance des murs de Toula. Ils avaient tenu pendant ces 48 heures critiques de juin 1552. Mais Devlet Ier Giray n'en avait pas fini. L'humiliation à Toula le rongea pendant près de 2 décennies. En 1571, alors qu'Ivan IV était distrait par la guerre de Livonie, Devlet mena de 60 000 à 100 000 guerriers lors d'un raid. Celui-ci atteignit Moscou même, incendiant les faubourgs et tuant des milliers de personnes. Mais voici l'acte final. En 1572, il revint avec 120 000 hommes.
Cela incluait 7000 janissaires ottomans. Il était déterminé à capturer Moscou. Il fut arrêté à la bataille de Molodi, à 64 km au sud de la capitale. Là, les forces russes, sous le prince Mikhaïl Vorotinsky, utilisèrent des fortifications mobiles en bois pour massacrer l'armée de Crimée. Les sources citent de 30 000 à 100 000 pertes pour les Criméens, y compris les propres fils de Devlet. La défaite fut si catastrophique que le Khanat de Crimée ne mena plus jamais de sérieuses menaces contre Moscou. L'ère des invasions massives de Tatars se termina à Molodi. Cependant, sa fin avait commencé à Toula 2 décennies plus tôt. Pensez un instant à l'hypothèse contrefactuelle. Et si Toula était tombée dans les premières heures du 21 juin? Et si la garnison du prince Temkin Rostovski avait paniqué et s'était rendue? Ou si la barrière improvisée de Rondin n'avait pas tenu la porte percée? Les 30 000 guerriers de Devlet auraient eu une voie libre vers le nord. Moscou, avec sa garnison affaiblie par la campagne de Kazan, aurait subi le même sort qu'en 1571. Ce seraient des faubourgs en flammes, des milliers de morts et le tsar en fuite. Ivan IV aurait été forcé d'abandonner le siège de Kazan. Il aurait dû se précipiter vers l'ouest. Toute la campagne aurait échoué. Kazan serait restée indépendante. Elle aurait continué à faire des raids sur les établissements russes pendant une autre génération. Le Khanat d'Astrakhan serait resté hors de portée de Moscou. L'expansion de la Russie vers la Volga, fondement de sa croissance ultérieure en un empire eurasien, aurait été retardée de décennies ou totalement compromise. Des bibliothèques de textes russes à Moscou auraient pu brûler. L'industrie naissante de fabrication d'armes russes, centrée à Toula même, aurait pu être détruite. Cela aurait retardé la technologie militaire. Les églises et les monastères auraient été pillés pour leurs trésors. Et le plus important, des dizaines de milliers de Russes auraient été traînés vers les marchés aux esclaves de Crimée pour être vendus comme du bétail à des acheteurs ottomans. Chaque enfant arraché aux bras de sa mère, chaque mari séparé de sa femme, chaque paysan forcé aux galères. Toute cette horreur fut empêchée par les murs de pierre et un courage désespéré. Alors, qui mérite le crédit? Le prince Grigory Temkin Rostovski, le commandant de la garnison, dont l'histoire se souvient à peine. Pourtant, son leadership constant pendant ces 2 jours sauva un royaume. Les maîtres bâtisseurs qui avaient travaillé pendant 6 ans dans les années 1510. Ils avaient élevé ces murs de pierre exactement assez solides pour résister au siège. Ivan IV, pour sa brillante tromperie stratégique. Celle-ci convainquit Devlet que toute l'armée russe approchait. Le prince Ivan Vorotinsky et le prince Andrei Kourbsky, dont la colonne volante transforma la retraite de Crimée en déroute sanglante à Chivoron. Les habitants de Toula combattirent sur les murs. Ils montèrent des pierres et de l'eau bouillante. Ils refusèrent de se rendre même lorsque la porte fut percée. Les éclaireurs cosaques chevauchèrent durement toute la nuit pour avertir le tsar. Même, étrangement, les Mourzas de Crimée qui conseillèrent là la retraite plutôt que de tout risquer dans un siège qu'ils étaient en train de perdre. Chacun d'eux joua un rôle dans cette victoire. Les Russes contemporains la comprirent à peine. Pourtant, elle remodela leur monde. L'héritage de Toula perdura à travers les siècles. Le Kremlin se dresse encore aujourd'hui. Ces 9 tours sont un monument à l'ingénierie militaire du XVIe siècle. Lorsque Napoléon envahit en 1812, les usines d'armes de Toula produisirent les armes qui contribuèrent à le repousser. Lorsque l'Allemagne nazie assiégea la ville en 1941, les défenseurs de Toula tinrent pendant 45 jours. Cela faisait écho à la résistance de leurs ancêtres 4 siècles plus tôt. Avant que Toula ne soit célèbre pour ses samovars ou ses armes, elle était simplement une forteresse de pierre au bout du monde. Une petite garnison y choisit de combattre plutôt que de fuir. Elle choisit de tenir plutôt que de se rendre.
Elle acheta avec son sang le temps dont son tsar avait besoin pour forger un empire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette plongée approfondie dans l'une des batailles défensives les plus sous-estimées de l'histoire. Si cette histoire de chance impossible et de courage désespéré vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Voyons si nous pouvons atteindre 1000 likes dans les 24 prochaines heures. Cela montrera à YouTube que le contenu historique comme celui-ci compte. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires broyées de perdants qui ont changé le cours de l'histoire par pure détermination. Laissez un commentaire pour me dire quelle bataille ou quel événement historique vous aimeriez voir ensuite. Je lis chacun d'entre eux et vos suggestions façonnent directement le contenu futur. Devrions-nous explorer davantage l'histoire militaire russe comme la bataille de Moloditch, bataille de Molodie que nous avons abordée? Ou voulez-vous voir comment d'autres défenses de forteresses apparemment désespérées ont renversé le cours des empires? Faites-le moi savoir. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo où nous découvrirons un autre moment oublié. C'est quand des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires.